et merci de nous joindre dans cette émission. Aujourd'hui, notre invité, c'est Patrice Nafatiro. Patrice, bonjour. Bonjour, Jean-Aimé. Patrice, vous êtes burundais. Au programme de cette émission, nous allons parler du génocide de 1972 du Burundi. Le thème, c'est Umuco Kama, génocide des Hutus du Burundi dans le contexte culturel burundais. Est-ce que Patrice, tu peux nous dire un peu de mots, qui êtes-vous? Je m'appelle Patrice Nafatiro. Je suis burundais. Je suis canadien d'origine burundaise. Je suis burundais en même temps canadien. Bon, je suis né dans la commune Giheta, province de Gitega, au Burundi. Ce qui me caractérise bien, j'anime une émission Ikirundi Chabarundi que j'essaie de donner à tous les Burundais et à toutes les personnes qui connaissent le Kirundi. Et puis, je joue au tambour. Je joue au tambour depuis que je suis né. C'est ça. Ce qui me caractérise bien, c'est l'amour du Burundi, l'amour du Kirundi et l'amour de la culture du Burundi, entre autres, le tambour. Merci Patrice. Et comment vous avez eu l'idée de lier le mot génocide et la culture? J'ai lié le mot génocide et la culture précisément en 1995. Si je savais que cette question me serait posée, j'aurais pu faire mes devoirs et chercher vraiment le jour, parce que je peux m'en souvenir, le jour où ce militaire qui était à Buhoro, qui m'a dit, Patrice, est-ce que vraiment en chantant Agahuzu katabutse se mwana wa mama jenzo gashona naraye ku rugo rw'umugabo naraye kwa ndarugira vyose nikubitira umushwegeri. Quand il m'a dit, quand tu chantes cela, Patrice, tu sais vraiment ce que tu chantes? J'ai dit non, je ne sais rien. Quand il m'a expliqué, alors j'ai compris. Et il m'a dit, il y a plein d'autres chants, il y a plein d'autres chansons qui font référence au génocide. Alors, à partir de ce clin d'œil et de ce militaire, je me suis inspiré de la culture. J'aime écouter, j'aime chanter les chants traditionnels, j'aime chanter aussi même les chansons modernes. Et comme j'ai fait aussi, moi j'ai une maîtrise en littérature française. Alors la maîtrise en littérature française, en poésie, option poésie. Et la poésie française, ça s'apparente à la poésie burundaise. Alors à partir de la poésie burundaise, je connais l'imaginaire burundais, je connais le symbolique de la poésie burundaise. Alors à partir de la poésie burundaise, je peux lier directement et le génocide et la culture. C'est pourquoi j'aborde le génocide dans le sens de la culture. Merci beaucoup. Maintenant, Patrice, c'est le moment de faire votre exposé. Merci, Jean-Aimé. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé, le sujet de ma communication est Umuco Kama, génocide des Hutus du Burundi dans le contexte culturel burundais. Quand je me suis proposé pour prononcer cette communication, je pensais être outillé et en détenir tous les méandres. Mais je me suis retrouvé devant un sujet fort complexe et difficile à circonscrire. Mais, tout d'abord, dans un mois, il m'a été difficile, si pas impossible, de parler à tous les Burundais, de toutes les régions du Burundi, parce que le génocide contre les Hutus du Burundi a frappé tous les coins et les recoins de toute ma terre natale, qui est le Burundi. On dit même que sur le territoire burundais, on dénombrerait plus de 2500 charniers ou fosses communes. Ainsi, dans ma tentative de vous parler du génocide Hutu du Burundi dans le contexte culturel burundais, je vais le scinder en 3 sous-points. En premier lieu, je définirai le génocide. En deuxième lieu, j'expliquerai culturellement comment une minorité de 14% de la population a pu commettre un génocide contre la majorité de 85%. En troisième lieu, je parlerai du génocide dans la culture, précisément dans les chants. Ainsi, en premier lieu, parlons de la définition du génocide. Étymologiquement, le terme génocide est un néologisme formé en 1944 par Raphaël Lemkin, professeur de droit américain d'origine juive,
à partir de la racine grecque génos, naissance, genre, espèce, peuple, et du suffixe side, qui vient du terme latin occidere ou cedere, qui veut dire tuer, massacrer. Selon une autre définition, un génocide est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe d'hommes en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité, de sa religion, dans le but de faire disparaître totalement, et ce au nom d'un principe raciste ou d'une conception idéologique de ce groupe. Mais la définition que j'aime est celle du trésor de la langue française informatisée, qui dit que le génocide est l'extermination systématique d'un groupe humain de même race, langue, nationalité ou religion par racisme ou par folie. Pour qu'on parle de génocide, il faut que ces 4 conditions soient réunies et exécutées. Premièrement, il faut qu'un gouvernement donné élabore ou prépare soigneusement le génocide. Dans le cas du Burundi, c'est le gouvernement de la Première République du capitaine Michel Micombero qui a méticuleusement préparé ce génocide. En effet, ce n'est pas un secret pour personne parce que cette préparation du génocide contre Abahutu du Burundi se trouve dans le document qu'on appelle le plan Simbananiye. Ce plan est ainsi repris dans le journal Le Devoir du Canada du 3 octobre 1972. Le plan dit Simbananiye, communément appelé la solution finale, vise à ramener les 2 ethnies, Abatutsi, 14%, et Abahutu, 85%, à égalité numérique. Il a été élaboré par M. Artemon Simbananiye, criminologue en collaboration avec le commandant Albert Shibura, sous la couverture du Premier ministre André Muhigwa. Ce plan se résume en ces 8 points. 1. Accepter de sacrifier quelques membres Tutsi pour déclencher un génocide Hutu. 2. Faire en sorte que les étrangers ne découvrent pas leur action. 3. Supprimer tout ce qui pourrait dévoiler la réalité, ministres, prêtres, étudiants, fonctionnaires, etc. 4. Informer la population, l'intoxiquer, l'imprégner d'une optique aberrante, l'endoctriner, la rendre totalement aveugle. 5. Ne jamais procéder aux arrestations en même temps. Prendre de petits groupes, laisser un peu de repos pour donner l'impression que le calme est revenu et que la paix est retrouvée. 6. Continuer de fonctionner normalement dans le pays. L'enseignement doit continuer, les travaux, l'écriture, les récoltes doivent se poursuivre normalement. Les familles éprouvées ne doivent montrer ni mécontentement ni tristesse. 7. Créer des conseils de guerre à Bujumbura, à Gitega, à Ngozi et à Bururi, faire semblant de juger les inculpés et profiter du couvre-feu et de la nuit pour les fusiller et les jeter dans les fosses communes. 8. Organiser les masses à massacrer les leurs. Dans l'ampleur des massacres, jeter la poudre aux yeux, mettre en prison ou tuer certains des leurs, soi-disant pour mater ceux qui se livrent à arrêter et à assassiner les innocents. Deuxièmement, après l'élaboration, il faut qu'il y ait une identification des personnes à exterminer. Pour le cas du Burundi, ces personnes sont les Abahutu de l'ethnie majoritaire au Burundi afin de les ramener à 14% de la population. Même s'il y a l'une ou l'autre personne qui ne serait pas un Muhutu tuée lors de ce génocide, elle serait victime d'une affiliation supposée à un Muhutu du Burundi ou supposée dénoncer le génocide. La raison que les génocidaires auraient tué d'autres personnes que Abahutu est qu'il y a un méchant et inhumain proverbe burundi qui dit que Ha kwihenda wo kwihekura. En français, cet ignoble proverbe se traduirait ainsi:
préférable est exécuter son propre enfant que d'épargner un ennemi qui lui ressemble. C'est inhumain parce que naturellement, dans le cœur de tout un chacun, il y a un principe moral qui dit qu'en cas de doute, on n'agit pas. Mais pour le tueur burundais, c'est exactement dans le doute où il voit clairement quoi faire. Tuer sans hésiter les innocents au risque de tuer ses propres enfants. Troisièmement, après avoir soigneusement préparé le génocide et clairement identifié les victimes, il fallait que le gouvernement passe à l'action, exterminer des gens. C'est pour cette raison qu'on a des personnes massacrées en masse et entassées dans des charniers comme des bêtes atteintes de rage. En effet, au Burundi, tout le monde sait localiser au moins un charnier. Moi-même qui vous parle, je connais le charnier de la localité de Nyabunyovu, de la colline Muremera, commune Giheta, province Gitega. Je m'en souviens comme si c'était hier soir. La nuit, des tracteurs de la compagnie Amsar creusaient le charnier, entassaient des humains qui de temps en autre criaient en demandant du secours qui n'est guère venu, et en fin de compte, ils compactaient. Les camions et les tracteurs retournaient d'où ils étaient venus, c'est-à-dire du côté de Bugendana, en empruntant la route nationale Gitega-Ngozi. La nuit suivante, le même scénario se répétait, et encore, jusqu'à ce qu'ils ne vinssent plus. Et le soir, vers 21h, jusque tard la nuit, nous étions au rendez-vous chez mon oncle Louis Nitanguranwa. De nos yeux lointains, qui ne voyaient que des phares, des camions bennes, et de nos oreilles qui n'entendaient au loin que des crépitements sporadiques d'armes automatiques et des cris des derniers soupirs, nous disions adieu à ces hommes, à ces femmes et à ces jeunes dont les leurs ignoraient totalement leur sort. Comme Victor Hugo, à travers le poème Océano Nox, je dirais ceci. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève ceux qui ne sont pas revenus. Quatrièmement, il doit y avoir une raison qui justifie cette extermination dite génocide. Bien sûr qu'à la base, il y a la raison qui se suffit, une haine incommensurable et une bêtise par excellence. Pour le cas du Burundi, la raison n'est autre chose que la conservation du pouvoir entre les mains des Abahima. Les génocidaires burundais étaient des visionnaires. Ils savaient que c'était une question de temps et que le pouvoir reviendrait au peuple majoritaire. Au lieu de voir comment vivre en harmonie afin d'être protégés par cette même majorité, ils ont eu recours au génocide. Ils savaient que lorsque la démocratie d'un homme et une voix s'appliquerait au Burundi, ils ne feraient pas long feu. Dans leur bassesse, ils se sont imaginés un plan macabre d'extermination des Abahutu afin d'arriver à l'équilibre Abahutu-Abatutsi au Burundi. Ce qu'ils ont oublié est qu'il y a un dicton qui dit que Imanga ntimaririmana. Et voilà, ils ont échoué. Si ce n'est pas aujourd'hui ou dans un proche avenir, le génocide des Abahutu du Burundi sera un jour proclamé haut et fort. Qu'importe si tous les génocidaires sont morts ou pas. De l'au-delà, ils auront leur récompense. Il ne faut pas oublier qu'il y a une communication des vivants et des morts et que Birago Diop dit que les morts ne sont pas morts. Il n'est pas exclu que l'on réécrive l'histoire du Burundi et que malheureusement on fasse des procès aux morts pourtant vénérés en héros et ou en chef de conseil pour le salut national. De toutes les manières, les auteurs du génocide ont déjà essuyé leur échec. D'abord, les Abahutu qui voulaient réduire à 14% ont recouvré leur majorité à 84%. Ensuite, ils ont échoué d'autant plus que vous et moi sommes en train de lutter pour revendiquer la reconnaissance de ce génocide ignoble. Enfin, ils sont vaincus parce que les réalisait la prophétie de ce jeune poète inconnu qui,
après les massacres de Ntega Marangara en 1988, écrivit ceci. Attendons tous parce que c'est une question de temps. Ce peuple longtemps soumis se passera de la joie des noces, pour qu'en pleine haute marée, il puisse naviguer ce pays jusqu'au bon port du littoral douloureux, ensanglanté, mais pacifique. Après avoir défini ce qu'est le génocide, parlons maintenant de comment une minorité a massacré un demi-million de la population. La réponse à cette question prend ses racines dans le passé lointain, précisément à la naissance du royaume du Burundi ou Ingoma du Burundi avec Ntare Rushatsi Cyambarantama en 1420 ou en 1530. Tout le monde s'accorde que Ntare Ier serait un Umuhutu intronisé par Mutimigamba pour unir le royaume divisé en triumvirat du royaume de Fumbije, le royaume qui regroupait Imbo et une partie du Bushi en République démocratique du Congo, le royaume de Djabwe qui regroupait Muramvya, Kirimiro et Buyenzi, et le royaume de Ruhinda qui regroupait Bututsi, Buragane et une large part de Buha. Cet Umuhutu du roi, parachuté à la tête du royaume, a été phagocyté par de grands et puissants clans des Abatutsi, entre autres Abenengwe et Abanyakarama, qui donnaient des épouses au roi. Retenons qu'il est généralement admis que les Tutsi, par un code à l'avantage des pasteurs, s'étaient affirmés comme la caste dominante et gardaient les Hutus sous leur joug. Les Abahutus sont restés comme un peuple dominé, un peuple de Muhutu, dont ne lui sont rien du tout, qui pour la plupart étaient des Abageregwa, qui ne s'occupaient que de l'agriculture afin de nourrir Abaganwa et les grands Abatutsi. Il y a eu quand même Abahutu qui, grâce ou à cause de l'innommable rite du Kwihutura, avaient trouvé grâce et place dans le cercle des grands du royaume. Les espoirs de ces Abihuture qui avaient gravé quelques échelons s'évanouirent définitivement en 1934, lorsque tous les abattoirs issus de l'ethnie des Abahutu furent systématiquement remplacés par Abaganwa et tout simplement Abatutsi. Mais qu'on se dise tous la vérité, les Abaganwa et Abatutsi acceptèrent, parce que jusqu'à présent, aucun Umuganwa, aucun Umututsi, et pas même le roi ne plaidèrent pour ces Abahutu démis de leur fonction à cause de leur ethnie. Pourtant, nous ne cessons pas de dire que sous la monarchie, il y avait la paix. Soit, ce n'est pas le sujet de mon intervention. Depuis cette date, l'abîme entre Abahutu et Abatutsi s'agrandit petit à petit. Et comme si cela ne suffisait pas, les Belges avaient entrepris la sale besogne d'empirer la situation en mesurant les côtes, en mesurant l'abdomen, en mesurant le nez, les mâchoires, le front, etc. des Burundais afin de déterminer les caractéristiques du Muhutu, Umututsi et Umutwa. En troisième lieu, parlons maintenant du génocide et la culture, précisément à travers le chant. La culture est en effet un beau sauf-conduit de tout ce qui se passe dans le territoire donné. L'aspect de la culture dont il est question est le chant traditionnel. En effet, l'imaginaire collectif a retenu ceci en chant. Burya yemwe hari bitumva ndayaga inasenge yaramubwiye ndayaga na nyinabo yararutaye ndayaga ngo ntuzoja kwabananga ndayaga kwabanambi ntambo yishe ndayaga. Ici, il faut expliquer quelque chose. On dit burya yemwe hari bitumva ndayaga. Ibitumva, ça veut dire des gens qui n'écoutent pas les conseils. On continue. Inasenge yaramubwiye ndayaga na nyinabo yaramubwiye ndayaga. Finalement, tante maternelle et tante paternelle, toutes les deux femmes ont donné conseil à cette fille qui va
se marier où? Elle va se marier chez les Bananga. Les Bananga, il faut conclure une chose. Culturellement, c'était des Hutus qui jouaient à la sitar. Et la sitar, en Kirundi, c'est inanga. Et les gens qui jouaient à l'inanga, on les a finalement appelés les Abananga. Alors, cette jeune Tutsi-Kazi, je vais y revenir, vous allez comprendre plus tard, cette jeune Tutsi-Kazi va se marier où? Chez les Bananga, finalement chez les Bahutus. Pourtant, les deux tantes avaient dit non. Et on continue. Et pourquoi les Bananga? Pourquoi il ne fallait pas y aller? Il ne fallait pas aller chez les Bananga parce que kwa Bananga intambo yishe. Ça veut dire ces gens-là qui sont joyeux et qui ont dans leur sang la danse. Et vous vous souviendrez que, j'y reviendrai plus tard dans une autre conférence, et que plus tard, sous la Deuxième République et la Troisième République, il y a eu Bananga Yivuza. Des gens qu'on pourchassait, c'était les Bahutus qu'on pourchassait, et qu'on disait, ce sont des Bananga Yivuza, ou Abakonikoni tout court. J'y reviendrai plus tard dans une autre conférence. Je continue le chant. None raba niyo yagiye ndayaga twagemuye inturire nziza ndayaga inturire nziza yoza mu nda ndayaga dutereka akagwa nyako ndayaga akagwa nyako koza mu nda ndayaga bazimanye indugudugu ndayaga indugudugu iduga mu nda ndayaga batwongeye interetere ndayaga interetere itera mu nda ndayaga ngo abakobwa b'iyi wacu ndayaga barateye ipazi mu nda ndayaga bamenyereye inturire nziza ndayaga inturire nziza yoza mu nda ndayaga bamenyereye akagwa nyako ndayaga kagwa nyako koza mu nda ndayaga. J'avais dit que les Belges mesuraient les mâchoires, le nez, le visage, toutes les parties du corps pour savoir les Hutus et les Batutsi. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Akagwa. On dit dutereka akagwa nyako koza mu nda. Et puis on dit abakobwa b'iyi wacu barateye pasi mu nda. Ça veut dire que les filles de chez nous, si je dis nous, ça veut dire je me place au niveau de ces femmes qui accompagnaient, les femmes Tutsi qui accompagnaient la fille. Abakobwa b'ini wacu barateye pasi mu nda. Pourquoi? Parce que bamenyereye akagwa nyako. Donc, barateye pasi mu nda, et on sait que pour la plupart des cas, morphologiquement, les Tutsi-Kazi sont élancés et on dirait que n'ont pas vraiment de ventre. C'est ça. Même on dit abakeha mu nda. C'est ça. Mais on dit abakobwa b'iyi wacu ndayaga barateye pasi mu nda ndayaga. On dit quand avec notre fille que nous avons apporté chez les Bananga, qu'est-ce qu'on a fait? Batuzimanye ki bazimanye indugudugu. Indugudugu c'est quoi? C'est le vin de banane mais irimwo indudu. Indudu ça veut dire que on n'a pas vraiment très bien préparé. Et pourquoi ils n'ont pas préparé la boisson? Parce que ils ne savent pas. Ce sont les Bahutus qui ne savent rien, qui ne savent pas comment préparer akagwa. On dit que les femmes de chez nous, les filles de chez nous, ils n'ont pas de ventre, n'abakeha mu nda. Pourquoi? Parce que bamenyereye inturire nziza. Inturire, et il faut retenir que inturire c'est le vin de banane que l'on servait chez les grands, les puissants, le roi, les princes et les grands Tutsi. Bene mama ndoja hehe ndayaga mwene mama roja hehe ndayaga ibikobwa vy'iyi wabo ndayaga vyaratindibiranye mu nda ndayaga vyamenyereye interetere ndayaga interetere itera mu nda ndayaga vyamenyereye indugudugu ndayaga indugudugu iduga mu nda ndayaga. C'est la fin du chant. Mais je reviens à quelque chose. On dit ici, il y a une dichotomie, il y a une distinction entre abakobwa b'ini wacu banyabuye mu nda et aussi ibikobwa by'iyi wabo. Ibikobwa by'iyi wabo, pourquoi? Byadindibiranye mu nda, qui ont de gros ventres. Leurs ventres sont tellement gros. Et pourquoi? C'est parce que bamenyereye indugudugu, bamenyereye interetere.
Ça, c'est vraiment... et on le chante, ce chant, on le chante, mais on ne savait pas que c'est une distinction totale qui a pris naissance avec les Belges qui mesuraient les parties du corps pour différencier les Hutus et les Tutsis. Et finalement, cette distinction a fait que on chante, et en chantant, et même les filles Hutu Kadi chantent, ils ne savaient même pas qu'on chantait d'elles. Ils ne savaient pas qu'on les insultait. Mais voilà, alors, pourquoi j'y arrive? C'est parce que il y a le docteur Ahichaki et Jean qui a écrit une thèse là-dessus sur la dépersonnalisation, chosification ou la déshumanisation des personnes. On dit ibikobwa, mais on ne peut pas dire ibikobwa, on dit tout simplement homokobwa. Le bi, le morphème est référent. Bi montre que c'est vraiment, ce ne sont plus des filles, ce ne sont plus des personnes. Non, on dirait que ce sont des bêtes. Ici, il faut entendre trois choses. D'abord, Abananga sont Abahutu, parce que traditionnellement, ce sont eux qui jouaient à la cithare pour le roi. Et ils sont affiliés à Abahutu. Souvenez-vous que de la chasse, Abananga yivuza akaruzi. Ensuite, il faut remarquer qu'Inhulire est une boisson de bonne qualité qui était réservée aux riches, donc à Batutsi. Enfin, il faut considérer qu'Abahutukazi seraient ces filles enrobées, vyadindibiranye munda, de courte taille, et qui boivent de la boisson de la piètre qualité. Inheretere itera munda, indugudugu iduga munda. Par contre, Abatutsikazi sont élancés maigres, barateye ipasi munda, et qui boivent la boisson de bonne qualité, akagwa nyako koza munda, inhulire nziza yoza munda. Une autre raison qui a fait qu'Abahutu soit docile est leur perte d'identité due au salissage des entreprises de relations publiques. Les génocidaires burundais ne sont pas dupes. Pour légitimer leur barbarie sans nom, ils devaient chercher un moyen pour que des gens soient tués et massacrés sans que la population se soulève. L'administration Michombero devait chosifier et déshumaniser et dépersonnaliser ses victimes. En effet, tout Umuhutu voué à la mort était appelé Umumenja. Umumenja, ça veut dire qui a tué le roi. Umugesera, ça devient de Mugesera, le prince Mutare Mugesera, qui tenta de tuer le roi Mutaga Ier. Il a été gracié. Il serait expulsé aux confins du royaume où il fonda le territoire du Bugesera. Le Muhutu était aussi appelé Inyangaburundi, l'ennemi numéro 1 du royaume. Donc quelqu'un a tué. Ou tout simplement, le Muhutu était appelé Maïmaï Murere, ou terroriste des assaillants et des maquisards. Ainsi, quand on venait en 1972, quand on venait arrêter tel intellectuel, tel commerçant ou tel étudiant, on dirait qu'il était coupable de quelque chose ou qu'il était de merge avec la machination des terroristes Murere. Ainsi, de petites gens, voire la population Hutu, ne pouvaient pas non plus parler pour lui ni s'opposer à son arrestation, parce que tout le monde pensait que c'était dans la légalité de l'État de faire ces enquêtes. Et les Bahutus arrêtés ne montraient aucune résistance parce qu'ils se connaissaient innocents. Ils croyaient en l'impartialité des Abashingantahe et de la justice. Ce qu'ils oubliaient totalement était que la justice dépend de ceux qui la font et que l'histoire est écrite par les vainqueurs et les puissants de ce monde. C'est exactement à cette écriture de l'histoire par les puissants du monde et des vainqueurs que je voudrais étayer mon troisième point. Les puissants qui sont les génocidaires de l'administration Michombero ont réalisé un coup de maître. En 3 mois, ils ont pu liquider un demi-million. Cela veut dire que chaque jour, du 29 avril 1972 au 1er août 1972, 5320 personnes étaient constamment tuées par jour. Le monde n'a rien su, en grande partie, parce que Abahutu était exécuté et enterré en catimini la nuit. Les journées étaient dédiées à la chasse. Quand je dis que l'histoire est toujours écrite par les puissants du monde, il faut me croire, ces 4 exemples tirés de la culture nous le montrent bien. 1. L'histoire non écrite aura retenu qu'à Kabezi, près de Mutumba, et Andora, chez Inamujandi, Abahutu auraient organisé une résistance contre les militaires qui venaient arrêter les leurs.
Comme un jour, un hélicoptère vint fusiller la population rassemblée, le jour suivant, le peuple avait fait un grand tas de feuilles de bananes, ibihunda ou ibihundahunda. Cela avec une détermination que si l'hélicoptère revenait, la flamme de ce grand tas le brûlerait. L'hélicoptère est revenu en effet et il a fusillé tout le monde. Et pour se moquer des braves Ababo de Kabezi, près de Mutumba, et d'Ondora, les militaires chantaient ceci en chœur. Kajugujugu ya michombero irachata ya nu irachavuni hunja. Kajugujugu ya michombero irachata ya nu irachakatikona. Kajugujugu ya michombero irachata ya. Ici, il faut retenir deux choses. Kajugujugu ya michombero irachatayaya. Kajugujugu, ça veut dire l'hélicoptère de michombero fait des tours ou danse à mayaya. Ça veut dire que on attribue cet hélicoptère à michombero parce que quand michombero se rendait quelque part, il y allait en hélicoptère. Et puis, quand on a vu l'hélicoptère, on pensait que c'était michombero et on dit l'hélicoptère de Michombero, Kajugujugu de Michombero. Pourquoi? Parce que la population ne pouvait pas distinguer l'hélicoptère de Michombero et l'hélicoptère des militaires qui venaient le fusiller. Mais il faut retenir que c'est ces militaires qui disaient la Kajugujugu de Michombero, il a chatayaya. Il a chataya, ça veut dire il a chatayaya. C'est l'hélicoptère montait et descendait, remontait, c'est comme à Mayaya. On dirait que cet hélicoptère dansait à Mayaya. Et en dansant à Mayaya, mais l'hélicoptère se replaçait. Pourquoi faire? Pour pouvoir localiser où sont les Hutus pour les fusiller. Il a chatayaya. Encore une chose. Il a chavuni hunja. Voilà. Il a chavuni hunja. Ça veut dire quoi? On dit que l'hélicoptère de Michombero, pour tuer des gens, parce qu'il y avait il est arrivé un moment où l'hélicoptère a manqué de cartouches. Mais pour tuer les Hutus, l'hélicoptère se serait renversé. D'où Kuvuni Hunja. Parce que Kuvuni Hunja, la position de la tête change pour aller presque en bas. Voilà. Il a Kuvuni Hunja. Il a Katikona pour aller là-bas, Katikona, et revenir et les fusiller. On dit même Kakabezi. Et l'hélicoptère de Michombero a coupé les bananes. Pourquoi? Ce sont des hélices qui ont coupé les bananes parce qu'on pourchassait les Hutus. Il a chatayaya, il a chavuni hunja. Et les militaires voulaient immortaliser ce temps précieux pour eux parce que c'est l'hélicoptère qui a fait quelque chose de bien, qui a fusillé les Hutus d'Ondora et les Hutus de Kabezi près de Mutumba. Cela pour matérialiser qu'avant de fusiller la population rassemblée à Kabezi et où Andola, l'hélicoptère faisait des tours. Il a Katikona, il a Chatayaya. Se replacer en haut ou en bas, il a Chatayaya. Quand on chante, il a Chatayaya, nous, il a Chavuni hunja. On partirait d'un fait qu'à Kabezi, quand le pilote manqua de cartouches, il aurait piloté l'hélicoptère à l'envers, afin que les hélices puissent trancher les têtes des fuyards. C'était le premier chant. Le deuxième chant. Tellement, les génocidaires étaient malins de façon que les jeunes filles chantent et dansent sans savoir ce qu'évoquent les poèmes en jeu. C'est le cas de cette chanson pourtant populaire. Uratamba gasiga adera, adera wa mama adera. Uratamba gasiga adera, adera wiwachu adera. Ici, il y a deux choses à considérer. D'une part, il y a Gutamba gasiga, qui fait référence à l'hélicoptère de Michombero, qui tournoyait ou s'immobilisait dans les airs avant de tirer des cartouches à l'arme automatique. Agasiga, c'est quoi? Agasiga, c'est une personne qui s'endort, mais à un certain moment, qui ouvre les yeux. Très bien. Un hélicoptère, c'est quoi? Un hélicoptère, c'est un avion qui est censé voler. Mais on dirait que l'hélicoptère de Michombero était endormi. Était endormi comment? Parce qu'il était immobilisé dans les airs.
on dirait irasinziriye. D'où irasinziriye. Mais l'hélicoptère ntiyari isinziriye. L'hélicoptère ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le phare qui fait comme ça. Qui fait comme ça. Voilà. Donc, il y a une symbolique ici. Uratamba gasiga adera, adera wa mama adera. Donc je dis que adera fait référence à l'hélicoptère, je vais y arriver, mais cet hélicoptère de Michombero, itamba gasiga. Itamba gasiga comment? Il est ici, on dirait que l'hélicoptère est endormi, mais l'hélicoptère n'est pas endormi parce que il y a gasiga, le phare qui fait comme ça, voilà, on dirait une personne qui était endormie comme ça, comme moi je ferme les yeux, et puis je vois, j'ouvre les yeux. C'est comme cet hélicoptère qui est dans les airs, qui a fermé, qui ne roule, qui ne vole pas. Et puis, on dirait que cet hélicoptère voit. C'est uratamba gasiga. Sinon, on ne peut pas gutamba gasiga. On ne peut pas, c'est impossible. Agasiga, c'est un état. On ne peut pas danser agasiga. D'autre part, il y a l'évocation du prénom Adèle. Adèle, ce prénom d'Adèle, c'est nul autre que l'épouse de Michel Michombero. Elle s'appelle, je m'excuse, elle est encore vivante. D'autre part, je dis que Adèle, c'est l'épouse de Michel Michombero. Sachant qu'ici, il y a l'emploi d'une figure de style. Il y a une figure de style qui a été utilisée. Ignitiriro. En français, c'est synecdoque. Au lieu de parler de l'hélicoptère qui amenait Adèle et son époux, Michel Michombero, on parle seulement de la passagère qui est à bord, Adèle. Donc, uratamba gasiga Adèle. Si on prend le nom de Adèle, si on l'enlève, on a uratamba gasiga kajugujugu. Kajugujugu doki do Michombero. Voilà. Uratamba gasiga Adèle. C'est donc la passagère qui est à l'intérieur, on ne parle pas de cet avion, on va parler de Adèle. Donc, uratamba gasiga Adèle. Voilà. Dans la réalité, ce n'est donc pas Madame Adèle atamba gasiga. Parce que gasiga n'est pas une danse, mais un état de la personne qui dort, les yeux entrouverts. Cette personne qui dort les yeux entrouverts est l'hélicoptère de Michombero, immobilisé dans les airs, mais avec des phares. On dirait qu'il dort, mais cet hélicoptère se place pour tirer sur la population. Voilà. Uratamba gasiga Adèle. Adèle wa mama Adèle. Voilà. Et la population burundaise chantait ça. Uratamba gasiga. Sans savoir les figures de style qui sont à l'intérieur. Troisième chanson. Encore une fois, l'imaginaire collectif aura retenu que la plupart des veuves ont été violées par les militaires Abatutsi. Le drame et les moqueries étaient plus dramatiques si la veuve était Umututsikazi. Pour garder en mémoire ces moqueries et ces viols presque collectifs, les militaires ont composé des chants. Parmi eux, il y a un que j'aimais chanter. Je ne le chantais plus parce qu'en 1995, quand j'enseignais au collège communal Itaba, en province de Gitega, j'ai eu la chance de me la faire expliquer par un militaire du camp des déplacés. Ce chant est celui-ci. Erumanurawe, erumanurawe, erumanikimwe, erumanikimwe, agahuzu, katabutse se mwana wa mama zenjoga jona, naraye ku rugo rw'umugabo, naraye kwa ndarugira vyose nikubitira ishwegeri, erumanurawe, erumanurawe. Ce chant met en vedette le viol d'une veuve. Cette veuve est ainsi violée par les bourreaux de son mari. Je ne me sens pas à l'aise d'aller plus loin, vous non plus d'ailleurs. Quoi de plus à dire quand le chant dit qu'un habit s'est même déchiré et que le bourreau se satisfait à déshabiller le pauvre dame? On dit « Erumanurawe, erumanurawe ». Ça veut dire quelqu'un qui est vraiment vigoureux, Amanura, qui fait descendre. Un homme qui descend ses vêtements. Pourquoi faire? Pour commettre l'irréparable. Je continue. Erumanikawe, des habits enlevés, parce qu'on pas dimanouillé, on les a enlevés, mais on les a
placé. Et Rumanikimwe, on n'a pas continué à dire ce que c'est, mais imwe, tout le monde comprend que c'est le vêtement intérieur, à l'intérieur, qu'on met quelque part. Erumanikimwe, agahuzu katabutse se mwana wa mama jenzo gashona. Lorsque la femme se débattait, il y a eu des vêtements qui se sont déchirés. Non seulement on a déchiré les vêtements de la veuve, mais aussi il y a des vêtements de ses bourreaux qui se sont déchirés. Mais lui, il dit, ce n'est pas grave, Nzogashona, je vais recoudre le vêtement. Ok. Naraye kurugo mugabo. Oui. Ça veut dire, j'ai passé la nuit chez Umugabo, chez tel, c'est une personne, peut-être chez Nafatiro, comme moi, je m'appelle Nafatiro. Naraye kurugo mugabo, Nafatiro. Naraye kwandarugira vyose. Voilà. On vient de préciser. Cet homme qu'on vient d'assassiner, c'est qui? C'est Ndarugira vyose. Ndarugira. Naraye kwandarugira vyose ni kubitira umushwegeri. Et umushwegeri, c'est une autre manière de dire la relation intime qu'on a eue forcément avec cette dame. Donc, le mari a été exécuté. Maintenant, ces bourreaux ne font autre chose que l'innommable. Ils vont violer collectivement cette dame. Et moi, je chantais comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je chantais vraiment à Itaba, dans le camp des déplacés, parce que le camp des déplacés d'Obuhoro était à côté du collège où j'enseignais. J'aimais chanter ça, cette chanson, j'aimais la chanter parce que ça me plaît, c'est très bien, la mélodie, c'est très bien pour moi, ça me revenait, c'était bien, ça venait me chercher. Mais quand je chantais cela, les militaires me donnaient à boire, ils me disaient, ah, Patrice, Ulimbanezasha, Bagokiye. Et puis, les militaires, bon, je prenais une bière, parce que, mais à un certain moment, un militaire Tutsi qui priait beaucoup, je ne peux pas dire son nom je ne peux pas dire son nom pour sa sécurité, il priait beaucoup et puis il m'a dit, mais Patrice, quand tu chantes, Naraye kwandarugira vyose ni kubitira umushwege, tu sais vraiment ce que tu chantes? Je dis non. Alors, il m'a dit, Patrice, il faut que tu m'amènes avec ta moto à un bar donné. Il m'a indiqué le bar et puis il m'a dit, tu viendras avec moi et puis je vais t'expliquer. Un jour, je suis allé là-bas. Il m'a dit, Patrice, tu dois m'acheter une bière. Mais toi, tu ne dois pas boire parce qu'il faut que je t'ai expliqué ce que tu chantes avant de boire. Et tu ne peux pas, je ne peux pas t'expliquer quelque chose quand tu as bu. Voilà. J'ai dit, ok. Nous sommes allés là-bas. Je l'ai amené à bord de ma moto. Et puis, on a parlé. Et quand on a parlé, il m'a tout expliqué. Il y a beaucoup de couplets. Et puis, il me disait, Patrice, il ne faut jamais chanter ça. Parce que quand tu chantes ça, tu te mets à la place des bourreaux qui ont tué vos pères, des bourreaux, des génocidaires qui ont tué des gens en 1972, et puis qui sont emparés aux veuves et qui les ont violés. C'est ça. Quatrième chant. Le sommet de la vulgarisation et de la banalisation des crimes odieux se trouve dans son chant. Michombero ganza mu Burundi. En effet, on chantait Uwawe ni mana ntiyakwa n'abantu michombero ganza mu Burundi. Uwawe ni mana genda janda michombero ganza mu Burundi. Uwawe ni mana ntiyakwa n'abantu michombero ganza mu Burundi. Uwawe ni mana pfomya tuma amazi michombero ganza mu Burundi. Umugano w'umugamba warakoreye umugambwe michombero ganza mu Burundi. Umugano w'umugamba warakoreye umugambwe michombero ganza mu Burundi. Est-ce que ici il y a quelque chose à expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Seulement, revenons à quelque chose. Seulement revenons à ce couplet. Umugano w'umugamba warakoreye umugambwe michombero ganza mu Burundi. Selon les sources concordantes,
Lors du génocide de 1972, Abahutu étaient massacrés de plusieurs manières. Les uns étaient fusillés, d'autres étaient tués par un coup de marteau sur la tête, les autres encore mouraient poignardés à la baïonnette, les autres étaient enterrés vivants, mais il y a aussi ceux à qui on faisait passer le bambou aiguisé par le derrière jusqu'à ce qu'il arrive au cerveau. Vraiment. C'est cet Umugano qui a servi la cause du parti Iprona dont on parle. Umugano umugamba warakoreye umugambwe, ça veut dire le Mugano ou le bambo du Mugamba a servi la cause du parti Iprona. Le Iprona n'est pas dit, mais Umugambwe, c'était le parti unique au pouvoir qui était Iprona. Donc, vraiment, des gens chantaient, tout le monde le sait, des gens chantaient Umugano umugamba warakoreye umugambwe parce que on aiguisait le Mugano, et puis on tuait des gens avec Mugano. Et il y a des choses que l'on doit savoir. Les hommes, on faisait passer au Mugano par le derrière. Les femmes, on faisait passer au Mugano par les parties intimes. Très puissant. Très puissant comme tuerie. Je manque des mots, vous voyez, je manque des mots. Très organisé. Et je disais dans ma conférence, j'ai dit que les génocidaires n'étaient pas dupes. Ils savaient que Ubushishita, les particules du Mugano, lorsque les particules du Mugano entrent à l'intérieur d'une peau, ça ne s'enlève pas. Ça apporte la rouille. D'une certaine manière, on mourra. Même si on blessait la victime et qu'on la laissait partir, à un certain moment, la victime devrait mourir parce qu'il y a des particules de Mugano qui sont restées dans le corps. Et puis, en conclusion, je dirais que le génocide a bel et bien eu lieu au Burundi en 1972. D'ailleurs, on le chante. Même maintenant, on le chante. Il est réel parce que tous les aspects classiques du génocide se vérifient un à un. Ces aspects sont la planification, ça a été planifié par Simbananiye, Shibura et Michombero. L'exécution, ça a été exécuté. Nos pères ont été assassinés, ont été exécutés pour ça. L'exécution par des moyens et du personnel du gouvernement. L'identification des victimes, des Hutus, ou des Tutsis ou des Congolais qui se ressemblaient aux Hutus. Il y a aussi la gestion de l'après-génocide. Ce sont ces chants-là que nous chantions. Moi, ces chants, Kajugujugu ya Michombero irachatayaya. Moi, j'ai chanté ça quand j'avais 7 ans, en 1974, quand Michombero est venu à Giheta, chez nous. Moi, je jouais au tambour. Mais quand Kajugujugu est arrivé, on a dû nous faire chanter ça. Kajugujugu ya Michombero irachatayaya. Exactement, ça tournoyait pour chercher où se déposer. Oui, c'est vrai. Mais au fond, ça cachait quelque chose d'autre. Il y a plusieurs manières d'aborder le génocide au Burundi. Moi, je me suis inspiré de l'imaginaire, de la culture, qui est souvent l'âme même du peuple. Par exemple, une personne qui étudierait la manière dont les mots ont été modifiés pour cacher la vérité, ça serait un grand atout. Mais plus tard, vous qui m'écoutez, plus tard, je vais faire une autre conférence. Qu'est-ce que je dirais? Je vais enrichir cette conférence par d'autres documents audio, comme par exemple Indono d'Emmanuel Nkeshimana. Tout le monde connaît Emmanuel Nkeshimana. Mais il y a Indono, ivuga ngo urantunga perezida urantunga mirerekano ngo ndabaye perezida. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit urantunga perezida urantunga. Et puis il dit ngira ndakubwira bamenje. Donc ngira ndakubwira des gens, des ennemis numéro 1 de la nation. Qui sont ces gens bamenje? Mirerekano ngo ndabaye perezida. Mirerekano a été exécuté en 65. Voilà, et Mirerekano c'était Mobutu. Voilà, ça aussi je vais y revenir. Ce n'est pas seulement cela.
Je dirais aussi le chant. Ngirango mozi kibondo, ngirango mozi wa mwana. C'est le chant de qui? De Nick Dave, Nick Zadavidi. Ce chant parle des événements de 1972 et il a payé le prix. Qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence? Il a été expulsé, il s'est exilé en Ouganda jusqu'à ce qu'il est revenu très tard que Dieu ait son âme, il est revenu et puis juste quelques temps pour décéder. Pourquoi? On voulait le liquider, on voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait osé dire d'une manière touffue, d'une manière vraiment poétique, il avait essayé de parler du génocide de 1972. Mesdames et messieurs, merci pour m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'un peu de monde peut nous raconter ton histoire de génocide de 72? Mon histoire de génocide de 72, moi je suis toujours malade. Moi je suis malade. Malade, ça veut dire que il m'est impossible de rapporter ce qui nous est arrivé, comment nos pères on les ont assassinés, comment on a assassiné. Il m'est encore impossible de m'ouvrir parce que la plaie est tellement grande et puis ça me fait très mal. Seulement, je vais te dire quelque chose. Ma maman, qui est maintenant âgée de 97 ans, qui habite à Bujumbura, elle attend toujours. Moi, je ne parle pas de personnes qui me sont proches directement. Ma maman attend toujours son frère. C'était un officier supérieur. Je ne le dis pas maintenant parce que ce n'est pas... Je ferai une conférence à propos de ça. Il l'attend toujours. Souvent, on dit, Aloïse, il est où? Il est au Rwanda. Aloïse, il est en Tanzanie. Aloïse, il est à Bururi. Aloïse, il est au nord. Il est je ne sais pas où. Jusqu'à présent, ma maman l'attend. Mais tout le monde, nous savons qu'il a été exécuté. Imaginez, depuis 1972, ma maman attend toujours son frère. Alors, je ne parle pas d'autre chose. Parce que le génocide de 72 a basculé plusieurs vies, dont la mienne. Et j'y reviendrai plus tard lorsque je serai prêt pour pouvoir partager mon expérience. Mais déjà, d'ores et déjà, sachez que au moins mon oncle, des gens qui nous sont très chers, qui nous sont très proches même, ont été exécutés. Mais ils sont morts. Birago Diop dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils nous écoutent. Et notre devoir, c'est de pouvoir parler pour eux. Mais il faut que je dise quelque chose à ceux qui m'écoutent. Moi, je ne dis pas rendre l'appareil. Non. Il faut qu'on inventorie. Il faut qu'on puisse connaître ceux qui ont tué nos pères, ceux qui ont tué nos oncles, nos tantes, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos voisins. Il faut qu'on les dénombre et qu'on les connaisse et qu'ils soient jugés. Avant tout, il faut que le génocide soit reconnu. Avant tout, nous luttons pour que le génocide soit reconnu. Lorsque le génocide sera reconnu, alors c'est au gouvernement de pouvoir faire son travail pour chercher ces gens-là. Et même s'ils sont morts, on pourrait être jugé. Michombero, il est déjà décédé. Bagaza, il est déjà décédé. Mais on peut siéger et prononcer une sentence de Michombero, sentence de je ne sais pas qui. Mais de toutes les manières, ceux qui sont venus cueillir nos parents, cueillir nos frères, cueillir nos sœurs, on les connaît. Merci Patrice, merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt avec notre invité.